Donc on va pouvoir commencer avec cette table ronde de l'après-midi. Donc aujourd'hui, on va parler du consortium LabChain. Ça va être essentiellement un retour d'expérience des acteurs qui sont là à côté de moi, mais ça va être aussi l'occasion d'aborder plus largement le sujet des actifs numériques et donc de la blockchain. Donc voilà, ça va faire le lien aussi avec la table ronde qui sera à Grenelle à partir de 15 heures, qui parlera aussi de ces sujets-là. Donc, on va parler du consortium LabChain qui a été fondé, on va dire, par la Caisse des dépôts et qui a emmené plusieurs acteurs. Aujourd'hui, il y a une trentaine d'acteurs bancaires et aussi un peu technologiques au sein du consortium. On peut citer donc Société Générale, BPCE, mais il y avait aussi Ledger, il y a aussi d'autres acteurs dont j'ai plus les noms de manière exhaustive ici, mais voilà, il y a quand même beaucoup d'acteurs, AXA, CNP Assurance, la Banque Postale, enfin bref pas mal d'acteurs bancaires et financiers de manière générale. Juste pour poser quelques chiffres avant de vous présenter les intervenants. Donc, il y a deux grandes parties dans ce consortium. Il y a notamment le DoTank, où là, il y a eu une dizaine d'expérimentations ces dernières années, sachant que le consortium a été fondé en 2015, fin 2015. Donc, c'était assez précurseur sur le sujet. Et il y a aussi la partie du think tank, où là, ici, il va s'agir de conférences, notamment que Vincent a mentionné le vendredi matin. Depuis 2020, je n'ai pas fait le compte depuis 2015, mais depuis 2020, il y a eu 70 sessions avec des dizaines et des dizaines d'intervenants, que ce soit des intervenants bancaires, que ce soit des startups. Bref, c'est très varié, on parle de plein de sujets différents, que ça va de la tokenisation au Web3, crypto, on parle de fonds tokenisés, on parle de plein de choses. Donc c'est assez intéressant et j'ai l'honneur d'animer ce think tank, donc je suis assez ravi de ça. J'ai laissé les différents intervenants se présenter. On va commencer par Monsieur Frédéric Gignoux à ma gauche. Bonjour. Donc Frédéric Gignoux, je travaille à la Société Générale. J'ai un long parcours dans les équipes de développement IT, que ce soit en développement pur, mais aussi en management, surtout sur les aspects front office, temps réel. Vous savez, c'est les écrans qui clignotent de toutes les couleurs et avec des sons incroyables, hein, l'espèce d'arbre de Noël. Je suis arrivé dans les métiers, dans les métiers de la banque d'investissement. Et ce que j'ai vécu, eh bien, c'est l'électronification dans les années post-90. L'électronification, pourquoi j'en parle? Parce que ça a été une grosse transformation dans ces métiers. Et aujourd'hui, ce que je vois comme prochaine autre grosse transformation qui est en train d'arriver, c'est évidemment tout ce qui est relatif aux blockchains, aux DLT et aux assets digitaux. Et de la même façon que cette transformation, l'électronification, a pris pas mal de temps, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a encore beaucoup de business qui est fait à la voix et qui n'est pas encore complètement électronique. Mais je pense que sur les assets digitaux, ça va être une histoire à peu près similaire, où ça va mettre pas mal de temps. Voilà, pour ma part. Nadia Filali, moi je suis en charge du pôle innovation et développement à la Caisse des dépôts. J'ai effectivement fondé, voire cofondé LabChain, parce que je vous en parlerai, mais ce n'est pas la Caisse des dépôts tout seul. C'est la Caisse des dépôts et au départ 10 partenaires. Voilà. Et donc je travaille sur différents sujets qui sont l'IA, la blockchain, les actifs numériques, un petit peu le quantique. Et LabChain m'est un peu venu parce que j'ai un passé assez important en tant qu'adjointe des back-office financiers et numériques, que j'ai travaillé sur la valorisation de portefeuille, que j'ai fait de l'édition de logiciels et de la maîtrise d'ouvrage. Donc je suis ceux qui embêtaient les gens comme Frédéric ou qui leur demandaient de faire des choses. Voilà. Et je suis particulièrement ravie de vous accueillir dans ce lieu qui est effectivement qui appartient à la Caisse des dépôts, mais pour certains d'entre vous, vous avez vécu certains think tanks dans les salles d'à côté, vous avez vécu une conférence qu'on a organisée l'année dernière sur la tokenisation d'actifs, où cette salle était plus que pleine, ce qui arrive rarement. Et du coup, je vais passer la parole à Cyril. Voilà. Alors Cyril Vignette, donc moi je suis dans le groupe BPCE Digital et Innovation. Je suis issu des paiements, c'est-à-dire que j'ai fait 20 ans dans les paiements cartes et 15 ans dans les paiements SEPA Mail, des grands projets de cryptographie, des vieux qu'on a oubliés depuis un certain temps. Voilà. Et nous, on est arrivé dans la blockchain parce qu'on a créé une coordination blockchain j'étais à l'époque représentant de BPCE W3C qui font les normes du web.
Et il y avait toute la partie Natixis qui faisait de la blockchain, mais plutôt orientée B2B. La banque, la vraie banque, celle qui avait très très gros montants. Et moi, et du côté des paiements, on était plutôt dans la blockchain, celle qui a des petits montants avec beaucoup de personnes. Voilà. Et donc notre intérêt, et donc on est arrivé dans l'upchain, alors en plus par les liens qu'il y avait entre Caisse d'épargne et CDC, pas CDC, si, Caisse des dépôts. Voilà. Et donc, nous, c'était plutôt, on avait les deux facettes, une partie, on va dire B2B et une partie B2C. Personnellement, ma quête là-dessus, c'était, mais c'est génial, mais alors pour se connecter, c'est un enfer. Et notre idée, c'était de dire, est-ce qu'on peut arriver à le rendre simple comme une carte bleue? Alors maintenant, on n'en parle plus, on va dire simple comme Apple Pay. Mais, et voilà, et donc c'était un peu ce qu'on voulait faire, et participer avec d'autres là-dessus, c'était le premier pas du voyage. Voilà. Eh ben, merci beaucoup. On va détailler tout ça juste après. Mais je vous propose avant de commencer par le commencement. Je pense que c'est une bonne idée de faire ça. Ouais. Et on va parler avec toi, Nadia. Est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu en quelques mots la genèse de l'Upchain? Pourquoi c'est né? À quel besoin ça répondait? Et puis, est-ce que tu peux nous dire un peu aussi quelle était la vision de départ et comment elle a évolué au fil du temps? Alors, pourquoi c'est né? C'est né à cause de, j'en parle régulièrement, mais c'est né à cause d'un adolescent qui à l'époque avait 14 ans, qui avait des cheveux longs, maintenant il est un peu rasé, et qui un soir à table nous a dit, il faut acheter du Bitcoin, c'est cool, ça monte. Bon. Au départ, on s'est dit, mince, c'est quoi ce truc? Et quand on a un peu de bagage financier, un truc qui n'a pas de sous-jacent, c'est pas normal. Et comment dire? J'ai regardé un peu. Je vous ai expliqué que je venais de la Valo et des back-office. Et quand j'ai compris ce que c'était, moi, j'ai fait un schéma et je l'ai gardé, ce papier. Parce qu'il nous concerne sur tout ce qu'on fait en ce moment. Où j'ai dessiné la chaîne de valeur d'un titre et du règlement. Et j'ai tout pété au milieu. Et je me suis dit, c'est super. En fait, on peut tout faire de manière totalement intégrée, en instantané, sans avoir les problématiques de J+2, J+3, etc. Et à l'époque, je travaillais pour Odile Renaud-Basso, qui était DGA de la Caisse des dépôts, et je suis allée la voir en lui disant, il y a une techno qui risque de disrupter un petit peu un de nos clients, je peux le dire maintenant, parce que je vais plus passer dans la scène, mais qui sont les notaires, qui sont d'ailleurs gérés dans cet immeuble. Non, mais ça posait problème à l'époque, hein, quand même, ça questionnait, et qu'il fallait quand même qu'on regarde le sujet. Donc il se trouve que bon, j'ai rencontré... deux personnes qui ne sont pas là aujourd'hui, mais Philippe Bruot, qui était chez BP2S, et moi je travaille avec BP2S, Monsieur Porto, Blockchain Solutions, je pense que soit il est à Londres, soit sa boîte n'existe plus, qui faisait de l'arbitrage en crypto déjà à l'époque. Un monsieur qui est dans mon équipe maintenant, que je vois devant moi, qui s'appelle Grégory Chenu, autour d'un petit sandwich chez BNP. Et voilà. Et puis Cyril aussi, que j'ai rencontré avec Monsieur Denel, qui a travaillé à la caisse, mais qui était patron des paiements de BPCE. Et quelque part, j'ai rencontré pas mal de monde dans les paiements qui n'était pas trop mon monde, moi. Mais ça a commencé comme ça. Et paradoxalement, c'est pas par là que ça a avancé le plus vite, en fait, même si on parle de stablecoin. Et donc, on s'est dit, il faut monter une initiative qui va d'abord nous permettre de comprendre ce que c'est, parce qu'en réalité, on était tous un peu devant le truc en se disant qu'est-ce que c'est? Quelles sont les opportunités? Quels sont les risques? Ok, on est des banquiers, donc on a regardé les risques, mais on était quand même dans un monde où on regardait les opportunités. Pour la Caisse des dépôts, le faire qu'entre banquiers, avec tout le respect que je leur dois, c'était pas une évidence pour nous. L'idée, c'était aussi d'embarquer l'écosystème. On est quand même une entité publique qui est là pour aider l'économie à se développer. Donc, on a décidé de mettre au sein de l'Upchain les startups et également les instituts de recherche. Donc, il y avait trois natures d'acteurs, et il y a toujours trois natures d'acteurs, financiers, industriels et de recherche. Ensuite, le premier pilier qu'on a monté, c'est ce qu'on a appelé le Learn. C'était une académie qui était...
enfin qui existe toujours, hein, s'il y en a qui en ont besoin, mais qui était piloté par les startups et les formations étaient faites par les startups, c'est ceux qui avaient les compétences. Et on a formé à peu près 300 personnes dans le monde de la banque, finance et assurantielle. D'ailleurs, certains d'entre eux ont créé des startups derrière. Je pense à Isness qui était là tout à l'heure, entre autres. Ensuite, c'était un think tank, mais qui n'était pas la priorité. Et la priorité de l'AppChain, c'était de faire un do tank, parce qu'on aime bien réfléchir en France, mais on voulait arriver à mettre les mains dedans et faire des choses. Donc on a commencé comme ça, on a commencé à 11, comme je le dis, avec la Caisse, AXA, BNP, la CNP, Crédit Agricole, groupe BPCE, des gens qui n'existent plus aussi, mais qui feront rire certains, C-Labs, Blockchain Solutions, il y avait Croissance Plus avec nous, PME, il y avait le CNAM, il y avait Finance Innovation également, et il y avait le premier wallet français de l'époque, qui était Paymium, avec Pierre Noisa aussi. Voilà, donc aujourd'hui, ça a évolué. Je pense qu'aujourd'hui, le sujet de l'acculturation, pour répondre à ta question, c'est plus le sujet, parce qu'en fait, les acteurs qui sont autour de la table connaissent le sujet, même si on a eu une phase où on a fait, à un moment donné, on a vu des mutualistes rentrer et un peu plus d'assurance. Eux, ils n'étaient pas dans le sujet, donc il y a eu, ça a continué. Le sujet d'expérimenter entre nous, on a tous expérimenté, on en a fait plein, je pense que Cyril en parlera, et on en parlera tout à l'heure. Là, on est passé à une phase plutôt d'industrialisation, donc c'est moins le sujet, ce qui n'empêche pas d'ailleurs de pouvoir faire des projets en commun. C'est encore possible. Et je pense que le vrai sujet, c'est comment on arrive à réfléchir de manière un peu plus profonde et en avance de phase à ce qui va être transformant pour nous. Comment on pousse des sujets de régulation dans le bon sens, par exemple. Comment on s'inspire de ce qui se fait ailleurs. Hein. Le think tank, au début, il était super franco-français. Cet été, on a reçu des gens de Hong Kong. Il a parfois lu en anglais, parfois en français. On reçoit des gens d'un peu partout. Donc, ça a quand même très évolué. Et je pense que le mérite que ça a, c'est de nous avoir tous mis ensemble. Enfin, c'est pour moi quelque chose d'hyper important dans ma façon de travailler, je pense, au quotidien. Mais on s'est tous connectés entre nous, sans jeu de mots, avec des nœuds différents, des idées différentes, mais on a eu des débuts de choses. C'est-à-dire qu'on a créé une première expérimentation sur le KYC partagé, et maintenant on parle de DID, on parle d'autre chose. On a fait un euro token, on ne parlait même pas de tokenisation, et on ne parlait pas de stablecoin, et on ne parlait pas de CBDC. On a fait de l'assurance paramétrique. On a fait de la gestion actif-passif tokenisée, on a fait des OTC, enfin, on a fait des calculs d'appel de marge entre nous sur des plateformes OTC communes, on a fait plein de choses comme ça. Donc je pense que l'idée c'est de rester quand même connectés entre nous, d'arriver à aller plus loin sur certains sujets. Et d'ailleurs, c'est pour ça aussi qu'on a fait évoluer l'accord de consortium, parce qu'il nous permet aussi maintenant de faire des projets industriels. Merci beaucoup pour ce tour d'horizon. Vous voyez qu'il y avait beaucoup de choses et il y a toujours beaucoup de choses. Je vais m'adresser plutôt maintenant à Frédéric et à Cyril pour avoir voilà, votre retour d'expérience à vous. Peut-être qu'on peut commencer par Frédéric et puis on enchaînera par Cyril. Quels sont les bénéfices en fait concrets pour toi d'avoir intégré ce consortium LabChain? Qu'est-ce que ça a apporté? Alors pas forcément à l'échelle de l'entreprise entière, mais déjà à ton échelle, puis à l'échelle de ton domaine, et puis après peut-être plus largement à l'échelle de l'entreprise. Alors, je pense qu'il faut regarder ça en faisant un hélicoptère. On peut avoir une vue macro et micro, et puis prendre un peu de recul sur ce qui nous est arrivé avec cette histoire de DLT, de blockchain. En fait, la création de l'AppChain, ça reflète une espèce d'intelligence collective où quelques-uns ont identifié un ovni technologique qui était justement la blockchain et tous les sous-composants de la blockchain, parce que souvent on dit que c'est la blockchain, mais en fait il y a la somme de plein de choses à l'intérieur qui sont intéressantes, qui ne sont pas toujours agencées, ne sont pas toujours là. Et pourquoi un ovni? Pourquoi j'utilise ce mot? Parce que ça vient d'une galaxie qui n'est pas tout à fait la meilleure amie de la finance au départ. Hein. Quand on écoute les gens qui poussaient ça, c'était pas des gens qui avaient envie de pousser la finance et d'aller dans le sens, en tout cas, de l'ordre établi.
on n'avait pas une conscience fine de la capacité ou du potentiel destructeur ou constructif de ce qu'on avait devant nous. Et je dirais qu'aujourd'hui encore, on commence à avoir une vision, mais c'est encore un peu flou sur certains use cases. Et j'aurai l'occasion d'en reparler un petit peu après. Alors, il faut reconnaître un certain courage aux pionniers et aux premiers. Ah, moi, j'étais pas dans la premier lot. Je suis arrivé un petit peu après. J'ai pas dit parce que je devais le dire. Ça, on en a parlé avec Cyril. En fait, je suis allée voir Société Géniale, hein, comme je les appelle, et vous avez signé 2 jours après la signature et le lancement. Alors, vous n'êtes pas sur la photo du début, vous êtes le 12e. Et c'était Françoise Mercadal à l'époque qui a signé, où je l'ai amené dans son bureau. Donc, vous aviez 2 jours de retard. Mais maintenant, vous avez pris vachement d'avance. En direction de Lille, c'est pour ça mais vous avez pris beaucoup d'avance. Voilà, donc ce que je voulais dire, c'est qu'il y a eu un certain courage pour les premiers d'aller regarder ces sujets qui étaient quand même, on va dire, qui prêtaient à rire pour certains, voire qui étaient littéralement tabous. On ne pouvait pas en parler dans les banques et dans la finance. Hein. On passait vraiment pour des doudingues, pour ne pas dire plus. Donc voilà, donc ça c'était le premier élément. Le deuxième élément qu'on a sur l'AppChain, c'est qu'il faut avoir conscience, je ne sais pas quel est votre niveau de connaissance de ces sujets-là, mais une grande difficulté qu'on a, nous, tous les membres de la chaîne et tous les gens qui poussent, ou en tout cas qui regardent ces sujets-là, c'est qu'il y a une double face. Il y a un aspect fonctionnel et un aspect technique. Donc ceux qui en font une présentation technique ou fonctionnelle des usages, ils témoignent de la difficulté de ne pas être cru. On leur dit non mais ça n'existe pas, le truc que tu me racontes n'existe pas, c'est juste pas possible. Okay. Donc ils ne sont pas crus et pas compris. Ça commence à venir. Nadia le disait tout à l'heure, on a passé l'étape d'awareness. Je suis pas aussi certain que toi. Je pense qu'il y a un certain endroit et dans des endroits clés, ça y est, c'est ancré. Des gens ont compris. Mais il reste encore beaucoup de gens à convaincre, y compris le lambda, Madame Michu, ça va être compliqué, ça. Voilà. L'autre aspect, c'est des gens qui, un peu comme moi, ont une casquette technologique. Alors eux, on présente ça, et devinez quoi, les gens à qui on raconte l'histoire nous disent « Non mais le truc que tu me racontes n'existe pas ». Si, en fait, ça existe. Il y a des technologies, ça s'appelle la cryptographie, etc. Et donc, ils ont d'autant plus de mal à faire après l'appariement avec un usage de ce qui est fait. Donc, on a une double difficulté à la fois technique et fonctionnelle. Et chaque fois qu'on se croise entre technique et fonctionnel, chacun se raconte toujours cette même histoire, ça devient une blague. Alors, l'AppChain dans l'histoire. L'AppChain, justement, ça a été un catalyseur qui nous a permis de raconter des histoires qui tenaient à peu près la route parce que c'est compliqué. Voilà. Et que pour arriver à convaincre autour de nous, notre premier échelon hiérarchique, les patrons des banques, etc., eh bien, il faut arriver à comprendre déjà soi-même et puis à raconter une histoire qui soit entendable. Voilà. Et l'AppChain, c'était justement le labo où on a vu tout un tas de gens qui sont venus raconter leurs histoires avec leurs mots et on a pu en faire la synthèse et porter ça à l'intérieur de nos structures. Voilà. Ça nous a permis aussi d'écouter les différentes startups, parce qu'il y a eu des startups, il y a eu des organisations, des régulateurs, exactement. Enfin, il y a tout un tas de typologies d'intervenants qu'on a écoutés et qui ont permis justement de créer ce magma et d'arriver à nous comprendre, eux comprendre, et nous les pousser auprès de chacun d'eux, y compris dans nos propres structures. Voilà. Pour une histoire, je vous rappelle, où on ne nous croyait pas. On disait, ton truc n'existe pas. Ou c'est un doudingue. Voilà. Merci beaucoup, Frédéric. Cyril, un peu la même question, mais voilà, qu'est-ce que l'AppChain a apporté? En plus, toi, tu étais là depuis le début, ça a été mentionné par Nadia. Qu'est-ce que ça a apporté pour... Alors, l'AppChain, c'est intéressant. Alors, moi, j'ai vécu l'Internet en 93. J'ai fait 3 conférences. On était 50, les mêmes aux 3 conférences. Et on se disait que ça allait changer quelque chose. Moi, j'avais un frère aux États-Unis qui disait que ça allait changer, mais c'était difficile. J'ai vécu aussi, alors, un peu plus technique, mais qui nous concerne tous.
savez, le petit cadenas sur le browser, c'est la cryptographie à clé publique. Voilà. Donc ça a été crucial. Et j'ai même entendu des gens qui disent mais ça ne passera jamais, ça ne peut pas exister. On a David Chaum, c'est un cryptographe avec la Commission européenne qui avait fait une monnaie entre cartes à puce. On lui disait mais ce n'est pas possible. Il va y avoir un double. David Chaum, il était assez près de la blockchain. Et en fait, quand vous êtes dans une nouvelle technologie, alors moi j'ai eu de la chance d'en faire 2-3, vous êtes dans une solitude terrible. Parce qu'en interne, il n'y a personne de formé. Si votre patron vous a dit « regarde ce point » et tout, mais je regarde avec qui? Aujourd'hui, on a beaucoup de matière sur Internet, c'est pratique, mais vous êtes quand même très seul. En 2014, il y avait 2 livres. Il y avait Mastering Bitcoin et il y avait celui de Mélanie Swain. Alors, si vous n'avez pas lu celui de Mélanie Swain, ce n'est pas la peine. C'était dramatique. Mais, et là, personne ne contredit, donc personne ne l'a lu. Ou tout le monde, parce que moi, je l'ai lu jusqu'au bout. Mais bon. Et, alors, c'était à l'époque où on vous disait, et mon patron, quand il m'a dit, regarde, que la banque, c'était 3 ans, c'était fini. Voilà. Et donc, alors on se dit, moi, j'étais dans les paiements de masse. En plus, les paiements de masse, si vous voulez, la performance de la blockchain, quand vous regardez, vous dites, bah, attendez, de toute façon, du temps qu'ils arrivent, que la blockchain arrive au flux des paiements de masse, les paiements de masse, ils ont évolué. Donc, je sais bien que sigma de 1 sur n diverge ou pas, on arrivera à rattraper, mais ça va être très compliqué. Et l'intérêt d'un consortium comme ça, unique, c'est que tout le monde peut parler, d'abord, échanger sur sa solitude. Je sais qu'avec Grégory, on a beaucoup échangé là-dessus, sur comment on fait pour essayer de motiver. Et d'ailleurs, je pense que tout ce qu'on pensait à l'époque de ce qui allait arriver n'est pas forcément arrivé comme on le voyait. Et donc, c'est très intéressant de pouvoir dialoguer avec des gens pour certains, quand on a fait le doutant, qu'on s'est aperçu que le niveau en cryptographie il est très important, le niveau en cryptographie dans la blockchain. Mais ce qui a été génial dans la blockchain, c'est de mélanger de la cryptographie et un modèle économique. Et là, c'est compliqué parce que vous avez des gens plutôt dans, on va dire, le métier de la cryptographie, des paiements, des choses comme ça, par exemple. Et puis, il y en a d'autres qui sont dans la pure économie. Et mélanger les deux, ce n'est pas simple à comprendre les impacts. Et c'est pour ça qu'avoir un forum où, effectivement, la première année, c'était toujours les mêmes qui tournaient. Voilà. Ouais, c'était très bien. Et donc, mais c'est intéressant parce qu'on arrive d'abord à se connaître, à faire des liens de confiance, à pouvoir partager des idées où tout le monde quand même avait en tête en disant je vais trouver la killer app. Et dans 2 ans, c'est bon, j'ai un truc génial. Ce qu'on n'a pas trouvé au demeurant, pas tout à fait. Et ça a évolué. Et d'ailleurs, si les Investment Day sur la blockchain existent, c'est parce qu'il y a ce type de forum. Je ne vais pas dire que c'est la chaîne qui a tout fait, mais c'est parce qu'il y a ces forums de très early adopteurs que, accessoirement, il faut quand même de temps en temps remercier la hiérarchie de nous laisser aller à ce genre de truc. Parce que, effectivement, le bilan économique immédiat 2015, 2016, 2017, il est limite. Je ne dirais même pas celui de 2018. Voilà. Mais si on a aujourd'hui, mais je crois qu'on en reparlera un peu de l'écosystème, c'est bien parce que ce type d'initiative existe. Alors, on a essayé de la structurer. On fait un do tank, un learn tank, un think tank. Mais globalement, c'est une structure minimaliste et on n'a pas besoin de plus parce que ce qu'il faut, c'est que les gens se parlent, qu'il y ait controverse, qu'il y ait formation, qu'il y ait échange. Parce que quand vous êtes en interne et que vous êtes tout seul sur le sujet, la notion d'échange, c'est super compliqué quand même. Et que, bien sûr, quelqu'un vous dit, mais explique-moi simplement, mais en 140 caractères. Vous savez, à l'époque, on était encore à 140 caractères. Donc, et là, on dit, mais non, je ne peux pas en 140 caractères. J'ai compris un bout, j'ai compris pas l'autre. Voilà. Et donc, c'est pour ça que je pense que ce type de forum est super important et que, en plus, il y en a qui aient envie de le faire, envie de le gérer et qui peuvent le faire et peuvent le gérer. Parce que ce n'est pas évident. Moi, j'ai vu, puisque j'étais au W3C, les Américains sont très forts là-dessus, très efficaces, et que nous, c'est beaucoup plus compliqué à lancer. Et là-dessus, encore bravo. Merci. Donc, on a attendu plusieurs choses, collaboration, cas d'usage, business model.
va peut-être se tourner un peu plus du coup au niveau des expérimentations et des cas d'usage que vous avez développés. Est-ce que Nadia, tu peux m'en dire un peu plus? Est-ce que tu as un grand cas d'usage qui te reste en tête, qui a été développé au sein du consortium? Alors, avant de parler de cas d'usage, moi j'aimerais parler du Tank parce qu'en fait c'était ça l'idée de base. En réalité, pour moi c'était hyper important que ça soit pas un lieu uniquement de réflexion, et c'est pas par la réflexion qu'on a commencé. C'est-à-dire qu'on y allait un peu tambour battant et pas par la réflexion, avec des gens comme Cyril qui nous remettaient dans la méthode du des W3C, heureusement. Mais en réalité, ce qu'on a réussi à faire, c'est une dizaine d'expérimentations, voire un peu plus, qu'on a fait ensemble. C'est-à-dire que concrètement, ce qu'on faisait, c'est qu'on avait des idéations. Et d'ailleurs, je vais rendre hommage à Roxane parce qu'elle était sur une des premières, et Roxane, c'est quand même elle qui pilotait avec moi la chaîne depuis le début là-dessus. Et on a identifié plein de cas d'usage, hein. Même des gens qui ont trouvé comment gérer les mails avec la blockchain, les prioriser, enfin un délire. Vous étiez récompensé si vous arrêtiez d'envoyer n'importe quoi à n'importe qui, pourquoi pas. Mais surtout, on a choisi des cas d'usage qui étaient importants pour nous. Donc, la partie KYC, comment on gère effectivement, on fluidifie la partie OTC et qu'on arrive à faire en sorte qu'on n'ait plus besoin de faire de la conciliation entre nous, qu'on arrive à valoriser un truc ensemble au même endroit, etc. Qu'on arrive à faire des reportings réglementaires potentiellement connectés à l'ESMA. On est même allé voir l'ESMA avec eux, avec ce cas d'usage. Directement sur une blockchain. On a fait plein de sujets comme ça, mais comment on l'a fait? On l'a fait en se mettant autour d'une table de manière assez structurée, avec à chaque fois un ou deux product owners, avec des gens qui avaient le droit de rentrer, des entités avaient le droit de rentrer après le cadrage, mais sans jamais remettre en cause ce qu'on avait décidé de faire, ce qui n'est pas évident pour tout le monde. Mais c'est comme ça que ça a marché. Et derrière, ça a quand même produit du code pour de vrai. Et d'ailleurs, il y en a qui ont essayé, comme Laurent, qui ne pouvait pas être avec nous aujourd'hui, Bénichou, de commercialiser ce qu'il avait fait. Donc, typiquement, on a fait une assurance paramétrique, alors, qui était sur les décès, pas très drôle, mais lui, il en a fait une assurance paramétrique sur le vol Paris-New York, Air France, à départ de Roissy-Charles de Gaulle. Il n'y avait pas le choix, mais c'est vraiment ça qu'il a fait. Et là, il s'est confronté à un nouveau sujet, qui était le sujet de comment j'arrive à régler autrement à gérer de l'euro en lien avec une blockchain, etc. Je regarde Patrick. Donc, il y avait déjà un problème sur la patte cash, même sur des assurances paramétriques. Je pense que, au-delà de quel cas d'usage, je pense que la dynamique de nous faire travailler ensemble, ce qu'on a du mal à faire entre banques, en produisant du code ensemble dans un cadre, était vachement intéressant et nous a permis d'avoir d'autres idées qui ensuite ont fait l'objet de choses plus industrielles chez les uns et les autres. Et malheureusement, peut-être sans partage. Et ce serait peut-être quelque chose qu'on doit arriver à faire maintenant. Je pense au sujet de tokenisation ou de monnaie de règlement, où c'est important qu'on le fasse ensemble. On n'y arrivera pas tout seul. Après, sur les cas d'usage emblématiques, moi, je vais rester quand même sur les cas aussi partagés et qu'on a fait avec Cyril, qui était... Cyril nous a fait un cahier des charges de dingue et il nous a embêtés comme pas possible. Mais on était quand même 10 ou 11 sur ce cas d'usage. La CPR était favorable à ce cas d'usage. Et après, on a joué à la caisse, on a fait Archipel, on a fait l'identité partagée, etc. Et à mon sens, c'est un cas d'usage qui peut marcher parce que c'est un cas d'usage sur des choses qui nous coûtent cher, qui est de la conformité. Et si on ne comprend pas qu'en mettant un peu de ZKP, on n'est pas obligé de se partager nos clients, mais qu'on peut se partager l'info, je pense qu'on peut y réfléchir. Après, le deuxième que je citerai, je vais laisser la parole à Cyril, c'est ce qu'on a fait sur les OTC, parce qu'en fait, j'ai trouvé ça intéressant. Et il y a ce qu'on faisait une fois qu'on avait fait le POC, on faisait un rétex, en fait, qu'on partageait avec tous les membres. Et dans ce rétex, on a identifié 3 business possibles. Et il y en a un qu'on a essayé de lancer, même avec vous, d'ailleurs. Mais vous étiez maquillé avec des TCC, je ne sais plus qui, donc vous n'avez pas voulu. Mais ça, c'était intéressant, c'est-à-dire que d'arriver à pousser le cas d'usage au-delà du code, ça veut dire quoi d'un point de vue business et qu'est-ce qu'on pouvait faire derrière. Et je pense que c'était intéressant. Mais Cyril, je te laisse. Pardon, Charles, je passe directement à Cyril. Non, mais j'allais passer la parole à Cyril. Je vais un peu renchérir. Et
mais changer le mot cas d'usage. Moi, ma vision, si vous voulez, c'est que le métier est clé. Quand on me disait, ouais, les startups, ben, toujours mon bouquin favori de Mélanie, ça va tuer toutes les banques. On ne se rend pas compte, on en discuté un peu avec Frédéric, la technicité. Alors, on voit tous, par exemple, le paiement. Bah, tiens, il y a un émetteur d'un paiement, il y a une date, un montant, et puis voilà, c'est plié, quoi. Je veux dire, on ne va pas en faire un peu. Voilà. C'est monstrueux. Je veux dire, la monétique d'aujourd'hui, c'est 40 ans de couches successives. Un jour, on a une start-up qui dit « Ah, mais on peut vous apprendre à gérer des clés ». Je veux dire, on n'a pas attendu la blockchain dans les banques pour gérer des clés symétriques, asymétriques et tout. Et donc, il y a une technicité qui est très forte. Et la technicité, elle est au service d'un métier, de règles de fonction, de trucs. On ne les a pas inventés pour le plaisir d'inventer. Il faut revenir en arrière, il faut voir. Et donc, moi, ma compréhension, mon intuition, c'était que de toute façon, quand on voyait une start-up, moi, je racontais l'histoire, j'ai vu Ripple en 2014 ou en 2015, je crois que c'est 2014, à Boston, au Sibos, et il nous disait, le correspondant de banking, on met 2 petits logos de banque, voilà, ça passe comme ça, c'est nul, on va aller 10 fois plus vite. Et moi, j'étais accessoirement payé dans les paiements pour savoir que Swift, ça va être très vite. Par contre, dans les banques, ça va moins vite parce qu'il y a des réglementations, parce qu'il y a un tas de choses. Et donc, ce n'est pas en faisant un PowerPoint et qu'on dit on met de la blockchain autour qu'on arrive à faire. Et donc, ce qui était très important, c'est qu'on ait vraiment du métier, des gens qui disent non, mais là, vous êtes gentil, mais si moi, j'ai pas des volumes, si je ne sais pas passer tel type de volume, si j'ai pas tel type de preuve, si j'ai pas tel, on ne saura pas faire. Vous pourrez faire un petit POC qui fait joli pour un patron, sauf que quand le patron il vous dit bon, comment on le met en place là dans 6 mois, puisque vous m'avez montré que ça marche. Ah non, parce que là, non, parce que vous comprenez, les montants, on les voit, tout le monde les voit. Les adresses, on les voit. Donc, s'il y a une personne qui divulgue l'adresse, on est au courant, la terre entière est au courant que c'est vous qui faites quelque chose. C'est quand même compliqué, si vous voulez. Je sais bien que tout le monde a mis sur Internet sa feuille d'impôt, mais peut-être pas. Voilà. Et donc, on a des choses où le métier est crucial. Et j'aurais tendance... Moi, je ne suis pas dépositaire de l'ensemble de tous les métiers de la banque. Alors, moi, je fais plutôt retail, mais même dans les paiements, il y a plein de trucs une personne ne maîtrise pas tous les paiements. Et donc, le fait d'avoir des technologues... En plus, la banque, on a aussi des technologues. Il y a des gens très bons chez nous là-dessus. Plus des startups qui, elles, étaient plutôt à... nous, on avance. Parce que nous, c'est vrai qu'il faut faire beaucoup de PowerPoint avant de lancer un projet. Voilà. Et ça, c'était intéressant. Mais il ne faut jamais sous-estimer dans les cas d'usage si on les simplifie trop. Et sur l'identité, ça a été compliqué parce que tout le monde simplifie l'identité. Mais comme la facture électronique, puisque c'est très à la mode, tout le monde a en tête la facture électronique, c'est un PDF avec un montant. J'ai travaillé 1 an dans le forum de la facture électronique avec des gens qui connaissaient bien. Ça n'a rien à voir, quoi. Il y a énormément de cas d'usage, de métiers, de complexité. Et c'est vrai que rentrer dans cette complexité est important. Parce que sinon, on fait des trucs qui sont, on va dire, quasiment inutilisables, quoi. C'est-à-dire, on fait une maquette, et alors, qu'est-ce qu'on peut faire avec? Rien. Il manque, aujourd'hui, c'est vrai que sur les blockchains publiques, il manque beaucoup de choses. Il y a la FHE qui arrive, c'est super compliqué là-dessus. Et c'est là où on s'aperçoit que mélanger le métier, alors souvent, oui, on nous demande le cas d'usage parce que c'est ça qui va faire. Alors moi, mon cas d'usage favori, c'est l'identité, puisque après ce qu'on a fait dans l'AppChain, nous, on a continué pour essayer de voir si on pouvait... Alors, c'est plus simple de continuer chez nous, parce qu'on avait les technologues, et comme ça, la notion de budget est plus facile à gérer quand vous êtes en interne, quoi. Ou l'absence de budget, d'ailleurs. Et c'est de dire comment on donne accès à chaque personne. Bon, je sais bien que tout le monde dans la salle a un ledger, mais il y en a qui ont dû galérer pour l'installer. Et comment on donne accès à toute personne, l'idée étant d'être décentralisé, parce que c'est ça qui devait tuer la banque. Donc autant voir si c'était possible de tuer la banque. Autant le savoir nous avant les autres. Voilà. Est-ce qu'on est capable de donner un accès quasiment direct à la blockchain à des personnes retail? Quand vous avez une carte bleue, quand un commerçant a un terminal, il a accès à un réseau de paiement mondial. Voilà. Disons, le commerçant des gens du monde entier. Et est-ce qu'on peut faire la même chose avec cette simplicité
et avec tout ce que nous demande le régulateur, parce que le régulateur, même si ce n'était pas écrit à l'époque, on était à peu près sûr qu'il nous en demanderait même plus. Voilà. Et donc ça, c'était... Et donc on a fait un... Bon, ouais, c'était intéressant. Comment ? Voilà. Donc, et sur l'identité, il y a plein de trucs intéressants, mais on a avancé, et puis à la limite, c'est comme dans un jardin japonais, hein, il n'y a que du sable, et puis vous mettez une pierre, et puis après on en met... Un jour, il y a suffisamment de pierres pour aller de l'autre côté. Voilà. Mais bon, pour le retail, je pense il y a encore quelques pierres à mettre. Ouais, non, il y a beaucoup de choses à dire. Le sujet est très dense. Là, il nous reste 5 minutes, donc on va essayer de terminer avec le dernier sujet. On peut dépasser un peu. On est chez nous, on fait ce qu'on veut. On va essayer de dézoomer un peu. Donc là, on a parlé du consortium, de l'AppChain, etc. Si on parle un peu plus du marché des actifs numériques, de la tokenisation, on voit que des États-Unis poussent très fort sur le sujet avec un vrai leadership, une volonté de leadership sur le sujet, sur les infrastructures de marché financier. On voit qu'en Europe, il se passe quand même des choses assez intéressantes, ne serait-ce qu'à travers le consortium. En Asie aussi, avec Hong Kong, avec Singapour, il se passe beaucoup de choses. Il y a des enjeux de souveraineté qui sont indéniables, que ce soit de la souveraineté monétaire, de la souveraineté technologique. Donc j'aimerais qu'on parle un peu plus de ce marché-là de manière générale. Frédéric, peut-être, quelle est ta vue sur ce marché? Comment ça s'est développé? Quel impact ça a pour les acteurs bancaires et financiers de manière générale? Et quelles sont peut-être les choses qui manquent pour que ce sujet soit pleinement diffusé? Parce que Nadia, tu parlais tout à l'heure. Au début, tu as regardé la chaîne de valeur, tu as dit ça, on coupe. Qu'en est-il aujourd'hui? Est-ce qu'on a coupé ou est-ce qu'on est en phase de coupage? Comment ça se passe? Où on en est? Alors, pour comprendre mon propos, il y a un petits préliminaires. Qu'il faut avoir en tête, c'est qu'aujourd'hui, on remplace la confiance entre les hommes par la confiance dans un système mathématique, on va dire. Okay. Et la plupart des gens font un raccourci un peu brutal, qui est de dire, à partir du moment où on est capable de faire ça, là où il y avait la confiance entre les hommes, on met une machine, donc on n'a plus besoin du tiers de confiance. Donc ça, c'est un peu brutal parce que tout simplement, il y a un besoin de service. Derrière tout ça, il y a des entreprises, il y a des organisations, et dans ces entreprises, dans ces organisations, il y a des hommes, des façons de faire et des processus. Et un régulateur. Et on ne peut pas faire n'importe quoi. Par exemple, on parlait, ça a été dit, dès qu'on a besoin de faire quelque chose dans une entreprise, il faut s'assurer que c'est la bonne personne qui fait ce quelque chose. Et donc, on peut avoir besoin de multisignatures, par exemple. Quand quelqu'un doit manipuler un wallet, quand j'en ai parlé tout à l'heure, si c'est Madame Michu au fin fond de l'Auvergne, ça peut être très, très compliqué. Elle va vous dire qu'elle ne peut pas ou qu'elle ne veut pas être en charge de ça. Donc, il va falloir que l'écosystème développe tout un tas de capacités qui n'existent pas encore autour de cette notion de DLT et blockchain. Donc, est-ce que ça va être disruptif? Évidemment, ça va même l'être profondément, mais ça va aussi nécessiter qu'on crée tout un tas de choses qui n'existent pas. Donc ça, c'est vraiment le point à garder en tête. Où est-ce qu'on en est aujourd'hui dans tout ce qui est assets digitaux? On a fait plein d'expériences, plein de POC. Toutes les banques ont fait leur POC, y compris Société Générale, avec les débuts de Forge, où on a fait de la tokenisation, d'obligations, des choses comme ça, mais on n'est pas les seuls. On est nombreux à avoir fait ça. Pour arriver à un point qui est quand même essentiel et qui avait été vu par beaucoup, et notamment ceux qui sont assis là, c'est que c'est bien d'avoir des assets digitaux, mais à un moment donné, pour pouvoir faire du business, il faut qu'il y ait un échange de quelque chose contre quelque chose. Et de l'autre côté de la transaction, si c'est des assets, il faut du cash. Et donc, si on veut être sur la blockchain, il faut du cash sur la blockchain. Alors aujourd'hui, ce cash sur la blockchain, ça devient ce qu'on appelle des actifs de règlement. Il a plusieurs noms. Ce n'est pas tout à fait la même chose, mais c'est principalement ce qu'on a entendu sous le nom de stablecoin. Et peut-être le jour où ça existera, des monnaies de banque centrale. Et ça vient d'arriver. Ça y est, c'est dans nos poches depuis quelques mois, avec un tampon réglementaire qui s'appelle MiCA en Europe, qui s'appelle Genius aux États-Unis. Et ça, finalement, c'est le feu vert pour un développement de cet écosystème, qui, jusqu'à maintenant,
en fait, tourner un peu en rond, regarder comment il fallait tourner la question, quelle question ça posait, mais on ne pouvait pas avancer réellement parce qu'on n'avait pas ce cache. Et ça va être le starter de beaucoup de choses. Alors, voilà, je crois que on va faire court, on va s'arrêter là. C'est parfait, merci beaucoup Frédéric. Pareil Nadia, quel est ton regard sur le sujet? Mon regard sur le sujet, c'est qu'on refait toujours l'histoire, donc on est revenu au début, ça me va très très bien. Et donc pour la Caisse des dépôts, je pense que je peux le dire, le sujet des actifs numériques, donc que ce soit de la tokenisation d'actifs ou des actifs de règlement, est un sujet qui s'inscrit complètement dans la nouvelle feuille de route d'Olivier Sichel sur la feuille de route numérique à 5 ans. Donc c'est quelque chose sur lequel on est en train d'accélérer. Je pense qu'il y a eu effectivement un volet, est-ce que la techno, elle sait faire, etc. Dont on a parlé sur les délais, les volumes, etc. C'était pas possible sur les marchés financiers, il faut que ça tourne. Ça, c'est à peu près réglé. Il y avait des sujets réglementaires qui ne sont pas complètement réglés, parce que tu as parlé de MiCA, mais en fait, MiCA, c'est les cryptoactifs. Mais si je suis dans le monde des titres, je ne suis pas là-dedans. Enfin, bon, et donc, il faut faire attention à pas tout mélanger. Et je pense que là-dessus, il faut encore continuer à expliquer aux gens ce que ça veut dire, parce que ce n'est pas très simple. Et ensuite, il y a le sujet de la transformation de nos métiers. Je pense que c'est celui-là qui bloque tout depuis le début. Je vais être assez cash dessus et sur le sujet. Et c'est totalement humain, mais à un moment donné, si on ne passe pas par quelque chose qui casse quelque part, on n'arrivera pas à cette transformation. Simplement, il y a d'autres parties du monde qui nous apprennent aujourd'hui, que ça soit aux États-Unis avec Trump qui est capable d'annoncer un tunnel entre la Russie et les États-Unis il y a 2 jours, ou l'Asie, où on n'est pas sur les mêmes modes démocratiques ou pas sur les mêmes échelles de flux transactionnels, notamment sur la trade finance. Il y a un moment, il faut vraiment qu'on se décide à accepter que ça va bouger. Et il se trouve qu'en parallèle d'aujourd'hui, je suis moi-même, j'ai intégré le groupe de travail Pontes de la Banque Centrale Européenne. Et depuis 9h30 du matin, pour ceux qui me voient, je suis dans la petite boîte jaune là-bas. Et en fait, le modèle qui nous est présenté toute la journée, c'est un modèle intermédiaire où on crée un machin, je l'appelle comme ça, et je ne suis pas la seule à l'avoir dit tout à l'heure poliment, enfin, moi je ne l'ai pas dit, mais il y en a qui l'ont dit là, au milieu de ce qui existe. Et même mieux que ça, on nous a expliqué qu'en fait, sur le pilote de ce truc-là, comme il n'y a pas de monnaie digitale de banque centrale, on va y mettre des actifs numériques tokenisés de règlement qui ne sont pas ceux qui nous disent qu'on est en train de faire le machin au milieu. Parce qu'ils ne seront pas prêts pour le faire. Et c'est là où je trouve qu'on prend le train pas assez rapidement. C'est qu'à ce niveau-là, on est encore en train de se poser la question, réellement, est-ce que j'y vais ou j'y vais pas? Donc on a fait des premières vagues d'expérimentation et la Caisse a émis, d'ailleurs le 7 novembre dernier, un Digital Native Bond avec Euroclear, BNP, Natixis et Cassim. Et maintenant, on a la patte cash et les régulateurs de la patte cash qui se disent « je vais essayer, mais pas avec mes instruments à moi, on verra bien si ça marche », parce que ça ressemble quand même à ça. Et donc, je pense que c'est compliqué parce qu'il y a des femmes et des hommes dans cette industrie. L'industrie bancaire a perdu beaucoup d'emplois ces 10 dernières années et c'est pas fini parce qu'il y a de la numérisation, etc. Il y a de la digitalisation. Pour les plus jeunes d'entre vous, je ne suis même pas sûre que vous ayez connu une agence bancaire où vous y soyez déjà allé. Donc ça bouge. Mais à mon sens, c'est un moment, il faut qu'on collectivement, on y aille, qu'on y aille en se disant que ce n'est pas qu'une affaire d'efficience opérationnelle, de changement technologique, mais c'est une affaire de souveraineté monétaire, c'est une affaire de souveraineté de la place de Paris, et que si d'autres le font pour nous, on le fera, mais pas forcément avec nos standards et pas forcément avec nos valeurs. Donc il faut qu'on avance à la fois sur ces sujets de manière opérationnelle chez nous, il faut qu'on avance sur les standards, et on l'a vu avec Charles, quand on interroge nos opérationnels, ils nous disent « tant que j'ai pas de standard, je peux pas y aller », parce qu'en fait, ça les perturbe énormément. Et donc, il y a encore du boulot devant nous. Oui. Mais je pense que c'est un sujet passionnant. Voilà. C'est effectivement un sujet passionnant. Mot de la fin en 10 secondes chacun maximum. Je chronomètre Frédéric.
Alors, moi, j'ai envie de vous dire que c'est pas le mot de la fin, c'est le mot du début, parce qu'on commence quelque chose. Euh, euh, Ces technologies, elles vont être adoptées dans l'écosystème financier, mais dans l'économie. Il y en aura partout, ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il faut un modèle économique, c'est-à-dire qu'on nous demande de nous transformer, mais ça va avoir des coûts faramineux. Et il va falloir trouver un modèle économique pour pouvoir avancer dans ces sujets. Sinon, ça va être très très compliqué. Ou alors, on va demander à des gens qui ont des poches pleines de venir le faire. Et qui a les poches pleines? Eh ben, les GAFAM. Voilà. Donc, il va falloir trouver des modèles économiques. Dernier point. Et ouais, j'en ai deux autres. Quand même. On va avoir besoin de standards. C'est essentiel. On n'y est pas, mais ça va être essentiel. Et la troisième, c'est pour vous dire que la technologie ne répond pas encore tout à fait à tout ce qu'on voudrait faire en finance. Donc là, il va falloir qu'on regarde. Il y a des propositions qui sont faites. Il faut que vous regardiez ce qui est fait sur Ethereum. Ils ont des histoires qui sont hyper intéressantes. Et Ethereum, c'est un peu le blueprint des blockchains. Ça ne sera peut-être pas ça à la fin de ce qu'on utilisera, mais c'est ça qu'il faut regarder pour savoir où est-ce que ça va. Pareil, Ça sera alors, tout. je pense qu'on va devoir s'arrêter là, sauf si vraiment en un mot, pas plus. Vas-y. Non, moi, j'ai en deux mots. Je pense Oula. qu'on est dans un écosystème. Parce qu'il y avait une question qu'on avait abordée qui était l'écosystème. Et la blockchain, c'est une histoire d'écosystème. Je pense qu'en France, on dispose d'un très bel écosystème. Vous avez des gens formés dans les banques, bien sûr, surtout la nôtre, mais aussi. Mais vous avez le régulateur qui est très bien. Voilà, j'étais au FinTech Forum de la CPR, l'AMF. Vous pouvez parler avec des gens, ils savent ce que c'est. Vous n'êtes pas obligé de leur dire qu'il y a des clés privées, des clés publiques. Vous pouvez rentrer même dans des détails techniques, fonctionnels. Vous avez les gens de Campus Cyber, vous avez l'ANSSI. Il y a maintenant tout un niveau de professionnels qui sont très bien. Il y a Blockchain France, il y a des choses comme ça, si vous voulez. Il y a même l'AFNOR travaille dessus, la FNTC. Donc on a un écosystème. Ils font pas, tout le monde ne fait pas tout, mais il y a un écosystème qui est fort. Et moi, ce que je pense, c'est là où on a besoin le plus de choses, c'est plutôt de l'énergie, de lancer des choses. Parce que c'est vrai qu'on a tendance, surtout en Europe, à attendre que notre grand régulateur ultime, il nous invente quelque chose. Et parce que pour moi, la blockchain, elle n'est pas ultime. Elle s'intégrera dans plein de choses qui existent déjà. L'Internet s'est intégré dans plein de choses qui existent, n'a pas tout remplacé. Et je pense que la blockchain ne peut pas tout remplacer. On peut faire beaucoup de choses. C'est une machine de Turing, donc on fait plein de choses. Mais il y a encore énormément de choses à découvrir. Le fait que ce sont des biens communs partagés, ça, on l'utilise très peu encore. Mais je pense qu'on a un super écosystème de développeurs, de gens qui connaissent. Et ça, c'est la richesse qu'on a. Oh, je ne dirais pas que la blockchain a fait cette richesse à 100% et a contribué, et c'est une très bonne chose. Merci beaucoup, Cyril. Alors moi, c'est une dernière s'il phrase. te plaît. Moi, je voulais juste rappeler un point qui, à mon sens, est essentiel, c'est qu'en fait, la blockchain, en 2015, je disais que c'était un protocole social. Et je pense qu'il faut l'inscrire et le comprendre dans l'histoire et pas uniquement dans la finance. Le sujet de la décentralisation, le sujet de la confiance, c'est quelque chose qui, dans nos sociétés, évolue depuis à peu près 30 ans avec des gens qui n'ont plus confiance, ni dans l'État, ni dans les banques, ni dans les institutions. Et aujourd'hui, ça se développe énormément chez les jeunes, ça se développe beaucoup chez les hommes jeunes. Et c'est transformatif parce que c'est transformatif sur votre relation à la propriété. Et quand je suis sur Internet, je m'envoie des choses que je garde. Quand je suis sur la blockchain, je simplifie, pour ceux qui connaissent bien, mais on fait un transfert de propriété. Quand on parle de tokenisation, il y a des gens qui vont tokeniser effectivement des actifs financiers, mais pas uniquement. Et donc, c'est un rapport à la propriété, à la confiance qui est différent, et je continue de le penser. Donc, effectivement, il y a des choses qui vont se transformer dans nos métiers, mais qui potentiellement vont amener autre chose dans une transformation plus large et sociétale. Voilà. Merci beaucoup.